Buonasera cari amici, sono molto lieto di presentare il professor François Heisbourg a questa nona lezione Ippolito. Do il mio saluto a Patrizia Ippolito che è qui con noi e che ringrazio per la sua presenza. Questa è la nona delle nostre periodiche lezioni sugli aspetti di politica internazionale. Oggi abbiamo il piacere e la gioia di avere con noi François Heisbourg. François Heisbourg è stato un enarca, devo dire. Ha fatto i suoi studi in Francia, nessuno è perfetto, all'ENA, e ha moltissime, diciamo, ha un curriculum estremamente prestigioso. Le cose, diciamo, più sintetiche, del resto voi l'avete avuto nelle nostre carte di invito, le cose più sintetiche: egli è attualmente il presidente dell'IISS, International Institute of Strategic Studies di Londra, dove credo abbia lavorato per molti anni prima di diventarne presidente, ed è anche presidente della Fondation pour la Recherche Stratégique di Ginevra ed è anche consigliere del presidente del Centro di Analisi per la ricerca strategica in Francia. Le sue pubblicazioni hanno essenzialmente due ambiti che ambedue interessano la Fondazione nelle sue attività. Uno è un ambito che riguarda gli studi di carattere internazionale, in particolare ha scritto molti libri sul terrorismo, i problemi, insomma, delle condizioni internazionali, politiche e militari, ed è questa il suo primo cappello, il suo primo hat. La seconda è i temi dell'Europa. Su questo punto François ha scritto un libro che chi lo ha letto, alcuni di noi qui lo hanno letto, altri spero lo leggano, che si chiama La fin du rêve européen, che è il titolo che abbiamo dato alla conferenza di oggi, un libro uscito nel 2013 in Francia, dove ha suscitato una notevole discussione, che è stato anche ripreso in Italia. Qualcuno di noi ne ha scritto su vari giornali. Non anticipo le sue tesi, perché questi sono l'oggetto della conferenza, ma insomma il tema che egli si è posto è il rapporto fra l'unione politica dell'Europa, la costruzione e l'integrazione europea, e la politica monetaria, e l'euro in particolare, l'euro e l'Europa. Questo potrebbe essere il titolo, diciamo così, alternativo di questa conferenza di questa sera, l'euro e l'Europa. Su questo argomento, nell'ultimo numero uscito oggi di Aspenia, per chi volesse leggere in italiano, c'è un articolo suo, apparso originariamente, credo, sulla rivista Survivor, che ha lo vedo sulla destra, un piano B per l'Unione, che già nel titolo indica il suo pensiero. Quindi questo è il numero di Aspenia che può essere trovato a partire da oggi, credo, e questo è La fin du rêve européen, che è il libro da cui inizia questa nostra conferenza. Lo ringrazio molto per aver accettato il nostro invito. Mi fa molto piacere che sia qui presente Pier Ferdinando Casini, che è Presidente della Commissione Esteri del Senato, e gli darei direttamente la parola al termine della sua presentazione, che durerà, immagino, una mezz'ora circa. Ci sarà tempo per domande, per un dibattito. Qui ci sono molti di quelli che seguono questi temi con molta attenzione nel nostro Paese. Grazie François, e ti darei la parola. Devo fare un ultimo ringraziamento all'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, che ha avuto l'amabilità di darci questa sala bellissima. Questo è un palazzo rinascimentale molto bello,
questa è la cosa che volevo dire per cominciare. Patrizia l'ho già salutata e presentata, Paolo Savona concluderà poi le nostre conversazioni, al termine interverrà lui stesso. Grazie, prego. Merci beaucoup, cher Giorgio, de me recevoir en ces lieux magnifiques qui nous rappellent aussi que notre histoire se déroule et se fabrique, se produit dans la longue durée. Et c'est toujours une invitation non seulement à admirer la beauté des choses, mais aussi une invitation, pour employer une expression beaucoup plus triviale, une invitation à lever le nez par rapport au guidon de la bicyclette sur laquelle on se trouve. Et de ne pas partir du principe que l'on a conduit une politique depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, que l'on est obligé de continuer et qu'il ne faut pas envisager d'en changer. Et c'est à cela que je vais d'ailleurs vous inviter, c'est à regarder comment nous pouvons changer de politique. Et quelques mots préliminaires. Moi, je suis un franco-luxembourgeois, c'est une espèce assez rare. C'est-à-dire j'ai un pied dans la grande nation et j'ai un autre pied dans un tout petit pays. Ça donne une perspective un peu différente de celle que l'on peut avoir si l'on n'a pas cette hybridicité, si je puis dire. Ça aide, et ça aide aussi à rendre européen, parce que la deuxième observation, c'est que je suis non seulement un Européen, mais d'une espèce qui est en voie de disparition. Je suis un fédéraliste européen. Je pars du principe que l'Europe a vocation, dans la longue durée, ça prendra beaucoup de temps, mais dans la longue durée, à devenir une puissance fédérale, au sens où nous avons d'autres puissances fédérales, comme le Brésil, l'Inde, les États-Unis, que sais-je. Pour entrer en matière, je vais commencer par une petite anecdote et une observation anecdotique sur ce que l'on appelle le syndrome de la grenouille plongée dans l'eau bouillante. Les naturalistes disent que si vous mettez une grenouille dans une casserole d'eau, à température tiède, vous mettez la casserole sur le gaz et que vous réchauffez tout doucement la casserole, la grenouille ne va pas se rendre compte tout de suite que l'eau va atteindre le point d'ébullition. Et il y a toutes les chances pour que la grenouille meure avant d'avoir osé sauter en dehors de la casserole. Alors que si l'on plongeait directement la grenouille dans une casserole d'eau très chaude, la grenouille, bien entendu, sauterait au loin pour sauver sa vie. Ce que nous vivons aujourd'hui avec l'euro, c'est le syndrome de la grenouille plongée dans la casserole. Et le monde entier est en croissance à des rythmes divers. Le monde entier, à des rythmes divers, entre dans la nouvelle phase de la mondialisation. Et l'Europe, elle, connaît au niveau de la zone euro une croissance égale à exactement 0 sur les 6 dernières années. C'est très impressionnant comme performance. Même le Japon n'est pas arrivé à produire ça. Lorsque vous lisez des articles dans les journaux sur le risque que l'Europe se retrouve dans la situation du Japon, ces articles sont évidemment complètement faux, puisque l'Europe fait déjà bien pire que le Japon n'a fait lorsque ce pays a connu le grand coup de frein sur sa croissance il y a maintenant 23-24 ans. Nous connaissons le chômage de masse,
Nous connaissons la division de l'Europe entre les pays du cœur, les pays de la périphérie. Nous connaissons les divisions au sein de nos propres sociétés. Nous connaissons à travers d'abord les sondages d'opinion, mais aussi de manière croissante dans les élections, le rejet de l'idée européenne. Et l'idée européenne, pour faire court, est en train de payer, non pas pour l'euro en tant que tel. L'opinion publique reste très constante dans les différents pays par rapport à l'euro au fil des années. L'idée européenne paye pour les politiques que l'on est obligé de suivre pour tenter de maintenir en vie l'euro. Voilà en quelques mots mon diagnostic. Je vais approfondir un tout petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'euro, c'est une expérience magnifique. Et il est vrai que si l'on est fédéraliste comme je le suis, une fédération ne se conçoit pas sans une monnaie unique. Mais nous savons aussi que l'euro a été créé dans des conditions très particulières et qu'il s'est développé dans des conditions non moins singulières. Alors les conditions de sa création, 1989, la chute du mur, la perspective de l'unité de l'Allemagne, le président Mitterrand, le chancelier Kohl dînent ensemble à Strasbourg à la fin de l'automne 1989 et concluent un compromesso storico sur le thème nous allons faire l'union politique et nous allons faire la monnaie unique. Une Europe politiquement unie, mais qui ne sera pas dominée par une monnaie allemande. C'est ça l'échange qui s'est produit entre ces deux hommes extraordinaires. Le problème, c'est que dans la quinzaine d'années qui a suivi, le volet monétaire s'est mis en place. L'euro progressivement a été préparé, les critères ont été définis, et en l'espace de moins de 10 ans, on est passé à la monnaie unique. Un pas absolument monumental. Nous savons aussi que cette monnaie unique n'avait pas, en dehors d'une banque centrale aux compétences à l'époque extrêmement limitées, cette monnaie unique n'avait pas de soubassement politique et institutionnel comme ce que l'on peut trouver pour d'autres monnaies uniques dans des ensembles fédéraux. La seule chose que l'on avait à côté de la Banque centrale, c'était les fameux critères de Maastricht, renforcés par le traité d'Amsterdam, déficit limité à 3%, dette souveraine limitée à 60% du produit intérieur brut. Et avec ça, on allait faire fonctionner la monnaie unique. Sans trop anticiper, on notera qu'à la veille de la crise, en 2006, il y avait un pays de la zone euro qui respectait les critères de Maastricht. Donc, a priori, un pays magnifique, exemplaire, un modèle de discipline pour tous les autres. C'était l'Espagne. C'était l'Espagne. C'est une façon de montrer combien les critères étaient ridicules, sans rationalité forte. Car nous savons aussi que la raison pour laquelle l'Espagne était capable de remplir les critères de Maastricht alors qu'aucun autre État ne le faisait, c'est parce qu'il y avait une bulle immobilière alimentée par des prêts bancaires hasardeux de la part d'établissements allemands, français et autres qui n'avaient pas fait leur due diligence en ce qui concernait le marché de l'immobilier en Espagne. Et
du fait de cette bulle, le gouvernement espagnol avait des rentrées fiscales magnifiques et donc respectait les critères de Maastricht. Donc tout allait bien. Je referme cette anticipation. Donc une monnaie unique, mais pas d'union politique. L'union politique, on voit dès le traité de Maastricht qu'elle ne va pas pouvoir se faire. Le traité de Maastricht est soumis à référendum en France. Il passe avec une majorité minuscule. Le gouvernement français n'allait pas être exactement encouragé, même s'il avait voulu être encouragé, à précipiter le rythme de la construction de l'union politique. Et pour faire très court, en 2005, le coup de grâce est apporté avec le double non français et néerlandais au référendum sur le traité constitutionnel. Donc nous nous trouvons avec une monnaie qui flotte dans la stratosphère, détachée de la réalité politique. Et nous connaissons depuis 6 ans, cas unique dans le monde, une période sans croissance. Et j'ajoute aussi, et ceci a été pour moi une surprise, parce que je pensais dans ma naïveté, parce que je ne suis pas un spécialiste des questions monétaires au départ. Il a fallu que je me cultive, il a fallu que je m'informe, il a fallu que je sois plongé comme la grenouille, mais dans une eau très chaude, qui était celle du comité monétaire du MEDEF, du patronat français, où j'ai travaillé où j'ai participé activement pendant quelques années. Et donc, j'avais des a priori qui étaient beaucoup trop optimistes. Je pensais que, bon, même si la monnaie unique avait les défauts de construction que je viens d'évoquer, je pensais qu'elle allait quand même avoir pour effet de renforcer l'intégration économique, au sens large du terme, de la zone euro, que la zone euro serait une partie de l'Union européenne plus fortement intégrée que le reste de l'Union, puisqu'il y avait une monnaie unique et que donc on allait progresser vers ce que les économistes appellent une zone monétaire optimale. Ça se mesure à travers les échanges commerciaux, à travers les échanges de main-d'œuvre et ainsi de suite. Et en fait, non. Ce qui marche, ce qui intègre, c'est le marché unique. Ce n'est pas la zone euro. Les mouvements de main-d'œuvre les plus importants se font entre le Royaume-Uni et d'autres pays de la zone euro, en ce qui concerne les mouvements à l'intérieur de l'Union européenne. Dans le domaine commercial, l'intégration de la Suède, de la Pologne, du Royaume-Uni s'est renforcée à un rythme tout à fait comparable à celui du renforcement des échanges à l'intérieur de la zone euro. Alors, je dirais, bon, on peut toujours exprimer son insatisfaction par rapport aux conditions de création de l'euro, mais nous l'avons. Nous savons aussi que si l'euro avait explosé en vol en 2010, 2011, 2012, comme il a failli le faire à plusieurs reprises, l'effet aurait été catastrophique et que donc le sens commun, quelque part, suggérerait qu'il faut se débrouiller avec la monnaie que l'on a. Elle n'est pas parfaite, mais il va falloir vivre avec. Et maintenant que Mario Draghi a contribué à créer les conditions de la fin de crise aiguë pour l'euro, eh bien, nous allons pouvoir progressivement faire quelque chose de cette monnaie. Alors là, on va regarder un peu les options. Maintenant qu'on a un peu de temps devant nous, Mario Draghi nous a acheté du temps, c'est très précieux le temps. Je ne sais pas combien de temps, mais vous savez, les marchés avaient en grande partie joué contre l'euro. Beaucoup d'opérateurs ont perdu beaucoup d'argent lorsque l'euro n'a pas éclaté.
Et les marchés, ce sont des animaux très très frileux. Hein. Lorsqu'ils ont été plongés dans l'eau bouillante, ils n'ont pas envie de s'approcher de l'eau à nouveau. Donc je pense qu'on a la paix pendant quelques années du côté des marchés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, la première chose qu'il faut absolument éviter, c'est bien entendu de revenir à la situation de crise des années 2010-2012. L'explosion désordonnée de l'euro serait effectivement catastrophique à tous égards. Le marché unique et l'Union européenne en général n'y survivraient probablement pas. Madame Merkel, M. Van Rompuy, Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était président de la République, avaient à des moments divers affirmé très fortement cette thèse, et je pense qu'ils avaient raison. Deuxièmement, on peut chercher une issue fédérale. Ça, c'est évidemment ma préférence spontanée, naturelle. On dit, puisque ce qui manque à la monnaie unique sont des institutions fédérales, créons des institutions fédérales. Mais quelles sont les institutions fédérales dont on aurait besoin? Elles se résument à deux choses qui peuvent être déclinées de façon très complexe, mais essentiellement ces deux choses. La première, c'est une base fiscale fédérale importante. Si je regarde l'histoire des États-Unis, l'histoire de l'Inde, l'histoire du Brésil, pour prendre trois ensembles continentaux avec des sous-ensembles économiques très différents les uns des autres, pour que la monnaie unique marche, qu'elle prenne racine, pour qu'il y ait création d'une zone monétaire optimale, il faut qu'il y ait au moins 10% du PIB qui soit capté par le niveau fédéral, sous forme d'un impôt. On est à 1% dans l'Union européenne aujourd'hui, autour d'1%. L'homme ou la femme politique qui se mettrait à une estrade pour dire « je suggère de confier 10% du PIB aux gens à Bruxelles dont on a vu l'efficacité merveilleuse au cours des 6 dernières années », je pense que cet homme ou cette femme politique vivrait une fin de carrière à peu près immédiate. Je ne pense pas que les électeurs seraient très amusés par une proposition faite dans les conditions actuelles. Et pourtant, c'est absolument nécessaire si l'on veut aller vers un soubassement fédéral. Et le compagnon politique de la base fiscale, c'est bien entendu un gouvernement, non pas un gouvernement économique. Vous savez, en anglais, on parle de weasel words, hein, les mots anguilles, pour utiliser une autre métaphore, pour éviter de dire ce qu'on veut vraiment dire. Les Français parlent de gouvernance ou de gouvernement économique, les Allemands, les Italiens aussi parfois. Et non, il faut un gouvernement politiquement responsable devant un Parlement et avec une légitimité égale à celle de celle que les électeurs reconnaissent aux institutions des États-nations. Et ça aussi, on en est évidemment très loin. Donc, dans les conditions politiques, je dis bien politiques actuelles, le fédéralisme n'est tout simplement pas disponible. Il n'y a d'ailleurs eu dans aucun pays membre de l'Union européenne, lors des élections qui viennent d'avoir lieu pour le Parlement européen, il n'y avait nulle part une offre politique fédéraliste, dans aucun des pays. Ça ne m'enchante pas, mais je le constate et je pense que l'explication est effectivement celle que j'ai donnée, à savoir que les électeurs prendraient très mal toute proposition visant à transférer brutalement beaucoup plus de pouvoir et beaucoup plus d'argent aux institutions de Bruxelles, dans la popularité, surtout lorsqu'elle est incarnée par des gens aussi épatants que M. Barroso ou que Mme Ashton. Et j'espérerais ne pas avoir à faire ce genre de caricatures pour leurs successeurs, mais très honnêtement, ça ne se présente pas très bien. Parce que la différence entre un Barroso et un Juncker, à part le fait que Juncker est luxembourgeois, ne paraît pas absolument évidente. Alors, troisième option. Le professeur Habsbourg est né au Luxembourg. Non, je suis né au Royaume-Uni. Ah
Non, c'est trop simple, c'est trop simple. Je suis né au Royaume-Uni, mais je suis à moitié luxembourgeois et à moitié français. La troisième option, c'est la poursuite de ce que nous faisons aujourd'hui. Ce que certains appellent le muddling through et ce que j'appelle moi le muddling down. C'est-à-dire on continue de faire ce qu'on fait, on introduit de façon plus ou moins furtive des mesures, non pas de fédéralisation, mais des mesures d'intégration. Ce n'est pas la même chose. Ce que nous faisons aujourd'hui avec le mécanisme de soutien, par exemple, ce sont des mesures, non pas fédérales, mais des mesures plutôt jacobines, centralisatrices. Alors, ce n'est pas une critique en soi, surtout mon côté français s'accommode assez bien le modèle jacobin, ça ne me choque pas a priori. Mais compte tenu de la faible légitimité qui est reconnue aux institutions bruxelloises par les électeurs dans la situation actuelle, on va atteindre très vite des limites politiques de ce type d'exercice. Et par ailleurs, nous allons donc continuer à produire de la non-croissance ou une croissance beaucoup plus faible que ce qui est notre potentiel naturel, compte tenu de ce qu'est la démographie de l'Union européenne, compte tenu de ce qu'est la taille du marché unique, compte tenu de ce qu'est la structure des différentes économies des États européens. Il n'y a aucune raison pour que le taux de croissance de l'Union européenne soit notablement inférieur à celui des États-Unis. Pendant que nous, on a fait 0% depuis 2007, les Américains ont quand même fait plus 15%. Ce n'est pas brillant, mais c'est beaucoup mieux que zéro. Nous continuerons donc à vivre le déclin. Et là, c'est le syndrome de la grenouille. Le déclin au quotidien, à petit feu, pour reprendre une variante de la même image. Donc, je propose une autre solution, qui est celle du détricotage de l'euro. Alors, j'ajoute tout de suite que ce que je vais proposer est une très mauvaise idée. C'est pas du tout, je n'ai pas une idée brillante, formidable, qui nous ouvre des horizons épatants. Non, c'est une idée qui me paraît tout simplement moins mauvaise que celle que je viens de décrire. Churchill est réputé avoir dit que la démocratie était le plus mauvais des systèmes, tous les autres mis à part. Là, je suis dans la plus mauvaise des idées, les autres mis à part. Alors, c'est quoi mon idée, pour le résumer? C'est on revient, peu ou prou, au système monétaire européen et à une monnaie commune, et non plus une monnaie unique. Ça s'appelait l'écu à l'époque. On retrouverait ainsi le modèle de croissance de chacun, des Français, des Italiens, des Allemands, et dans un certain désordre. Et ce que le conseiller pour les affaires économiques de Mme Thatcher au milieu des années 80 appelait, il disait, the exchange rate mechanism. Il visait spécifiquement le mécanisme de taux de change. The exchange rate mechanism is a ramshackle house. C'est une maison désordonnée. Il avait parfaitement raison, Sir Alan Walters. 20 ans plus tard, un autre Britannique, c'est pour ça que je cite ces deux-là, William Hague, qui est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, explique que the euro is a house which has no windows and whose door has been locked and which is now on fire. C'est aussi une métaphore de la maison. Je préfère la maison de Sir Alan Walters à la maison de William Hague. Je préfère une maison désordonnée, un peu bordélique, pour employer un mot trivial français, et à la maison sans fenêtre, avec la porte fermée, et qui a le malheur, effectivement, d'être pris dans un réchauffement désagréable. Donc, on revient à la situation d'il y a 20 ans, 25 ans, avec en plus le marché unique
le marché unique qui fonctionne plutôt bien, et surtout qui a démontré qu'il savait fonctionner avec des taux de change variables. Le Royaume-Uni, la livre britannique, elle a quand même fluctué de plus de 20% depuis le début de la crise. La couronne suédoise a connu des fluctuations d'un ordre encore supérieur pendant la durée de vie de l'euro. Le zloty polonais également. Et pourtant, ces pays ne semblent pas vivre plus difficilement que nous le marché unique sous l'ensemble de ses aspects. C'est-à-dire pas simplement le mouvement des peuples, le mouvement des services, le mouvement des biens, mais aussi le mouvement des capitaux et de l'investissement. Le Royaume-Uni reste, pour les investisseurs non européens, la principale tête de pont devant la France pour accéder au marché unique, y compris à la zone euro. Le fait que le Royaume-Uni se trouve avec une monnaie qui fluctue ne paraît pas poser de problème majeur, en tout cas visible statistiquement, en ce qui concerne le fonctionnement du marché unique. Donc le marché unique s'accommoderait, je pense, très bien du retour au système monétaire européen. Et en plus, bien entendu, une Union européenne élargie, c'est l'élargissement de 2004, qui nous donne, grâce notamment à la Pologne, une profondeur économique encore plus importante qu'avant. Ça, c'est le quoi. Qu'est-ce que j'essaye de faire? Comment le faire techniquement, opérationnellement? Alors ça, c'est vraiment compliqué. Mais je vais procéder avec deux analogies, nature très différentes. Il y en a d'autres, hein, même si la recherche économique comparative sur la vie et la mort des unions monétaires est très très défaillante. Une de mes surprises en entreprenant mes travaux a été de constater combien il y avait peu de littérature économique approfondie sur les unions monétaires passées ou d'ailleurs actuelles. Par exemple, vous avez une monnaie unique calée sur l'euro, gérée par la France, qui est le franc CFA, qui est la monnaie d'à peu près 180 millions de personnes en Afrique aujourd'hui. C'est une monnaie unique qui fonctionne. Pour trouver plus de deux articles sérieux, académiquement sérieux sur l'euro, sur le franc CFA, j'ai dû ramer. Ça n'a vraiment pas été facile. Enfin voilà, mais à l'analogie, le Brésil, 1994, le passage au réal, et le passage du Brésil vers la modernité monétaire, financière, économique, la rupture par rapport à près de 2 siècles de désordre. Ça s'est fait en une semaine, avec la démonétisation intégrale de la monnaie précédente, le cruzado, et dans un pays où il y a un État fédéral, où il y a 27 États différents, extraordinairement divers, avec une culture des affaires qui est, comment dire, elle est plus méditerranéenne que scandinave au Brésil. Et pourtant, lorsqu'il s'est agi de passer d'une monnaie à l'autre, massivement et quasi instantanément, sans qu'il y ait d'abus majeurs en termes de insider knowledge, en termes de violation du secret et ainsi de suite, le Brésil y est arrivé. Si le Brésil y est arrivé, franchement, l'Union européenne devrait aussi pouvoir y arriver. L'autre analogie qui est très très différente, là encore la littérature est rare, mais avec le centenaire de la Première Guerre mondiale, il y a maintenant pas mal de choses qui sortent. La première grande crise financière mondiale, la première crise financière mondiale tout court, que tout le monde a oublié parce qu'elle a été noyée dans le fracas des armes à partir d'août 1914, ça a été la crise de juillet-août 1914. Lorsque la marche vers la guerre apparaît comme étant irrésistible, la City de Londres, qui était le pivot de l'internationalisation des échanges très poussés à l'époque,
connaît une crise de liquidité et de solvabilité. Brutale, totalement imprévue, dans une situation où la monnaie métallique était de la monnaie or, des souverains, des demi-souverains et ainsi de suite. Le legal tender, c'était de l'or. L'or disparaît du jour au lendemain. Les banques retiennent l'or de crainte d'être affaiblies par les événements qui étaient en train de se présenter. Les gens se retrouvent littéralement sans le sou. Les échanges de la vie, même de la vie quotidienne, pas simplement les échanges interbancaires, ainsi de suite, tout est sur le point de s'arrêter. Les Britanniques, ça tombait bien, ils avaient un bank holiday à la fin du mois de juillet, ils l'étendent de 3-4 jours. En l'espace de 5 jours, de réunions de crise, secrètes bien entendu, en l'espace de 5 jours, ils impriment des milliards de billets d'une livre, papier, décroché par rapport à l'étalon or, dans des conditions d'improvisation mais totales. Et, pour notre malheur à tous, la guerre a pu être financée. Peut-être que ça aurait valu mieux que la crise se déployât totalement, la crise économique, j'entends. Mais c'est une façon de montrer que la résilience, la capacité d'action et de réaction des systèmes financiers et monétaires est plus grande qu'on veut parfois bien le dire. Ça, c'est le comment opérationnel et technique. Le comment politique. Alors ça, c'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile. Moi, ma préférence, il y a deux choses. La première, il serait bon que nos dirigeants, italiens, français, allemands, d'autres aussi, partent du principe que l'expérience de l'euro a échoué. C'est-à-dire de se rencontrer, de discuter discrètement. On est dans des domaines où il faut avancer de façon prudente, jusqu'au jour où on écarte le rideau, comme Mario Draghi l'a fait il y a quelques années, il y a 2 ans. Et que l'on commence la réflexion, la discussion sur comment est-ce qu'on sort de l'expérience. Déjà, de commencer par arrêter de dire que ce que nous faisons est bon et que ce que nous faisons marche. Ce que nous faisons n'est pas bon et ce que nous faisons ne marche pas. Il faut commencer par ce premier pas. L'évangile selon saint Jean, au début était le Verbe. Et j'ajoute, c'est une des choses qui m'a rassuré avec l'accueil de mon livre. L'accueil en France, je le dis tout de suite, a été très mauvais parce que nous sommes dans une polarisation du débat politique qui est absolument épouvantable. Et le débat ne fait pas partie du paysage. Sur ce sujet-là, comme sur d'autres, on est dans le positionnement à l'état pur. Si on est pour l'Europe, on est forcément pour l'euro. Et si on est contre l'euro, on est forcément contre l'Europe. C'est aussi simple que ça en France. Et il n'y a aucun débat, aucune réflexion politique, je dis bien au plan politique, ce n'est pas vrai au plan intellectuel plus large. Et il n'y a aucun débat politique sur les alternatives éventuelles. Mais dans d'autres pays, je pense à la Belgique, je pense à l'Allemagne, à l'Italie aussi, aux Pays-Bas, et je reçois un accueil en fait beaucoup plus ouvert que ce à quoi je m'attendais, y compris de la part de personnes dont le métier politique est de gérer la politique qui est celle qui est suivie aujourd'hui. C'est vrai à Bruxelles et ceci est vrai dans un certain nombre de capitales. Autrement dit, j'ai l'impression que l'idée suivant laquelle il faut peut-être commencer à arrêter de dire que ce que nous faisons est la seule politique possible, que cette idée commence à faire son chemin. La deuxième chose, c'est que pour moi, idéalement, parce que ça aurait la vertu de la simplicité, ce serait 2 pays qui pourraient prendre l'initiative du détricotage de l'euro, ce serait la France et l'Allemagne.
Dans la pratique, je pense que ce cercle doit être un cercle à 3 avec l'Italie. Pourquoi l'Italie? Pas simplement pour être poli avec vous, mais tout simplement parce que l'Italie a, plus que la France, plus que l'Allemagne, un intérêt plus évident à la sortie, à la fin de l'euro. En France, il y a tout un débat, par exemple, sur la parité de l'euro. Alors, il y a une sorte de vulgate qui veut que l'euro soit surévalué par rapport à l'économie française. En fait, lorsque l'on creuse un petit peu, et, au MEDEF, dans le patronat français, j'ai pu constater que dans la pratique, les avis sont extrêmement partagés, extrêmement divisés. Le modèle économique français étant ce qu'il est depuis 2 siècles maintenant, il ne paraît pas absolument évident que le taux de l'euro sur 10 ans, je ne parle pas des fluctuations par rapport au dollar, au jour où nous sommes, l'euro est effectivement surévalué. Mais ce n'est pas parce qu'on est surévalué à un moment T du temps qu'il faut absolument changer de monnaie. Mais sur 10 ans, il n'est pas évident que l'euro soit surévalué par rapport pour la France. Pour l'Italie, je pense que la surévaluation est un fait. Et par ailleurs, vous avez une capacité d'initiative gouvernementale nouvelle, impressionnante. Et autrement dit, je pense que la discussion que je souhaite doit se dérouler à 3 ou à 3+1, avec la Banque centrale européenne, avec le patron de la Banque centrale, évidemment. Voilà mes suggestions. Encore une fois, ce n'est pas une idée merveilleuse, ce serait un recul. Mais là, je me permettrai de citer à nouveau Churchill. Lorsque les Britanniques ont été obligés de rembarquer leurs troupes encerclées par les Allemands à Dunkerque, 250 000 Britanniques qui parviennent à traverser la Manche, ils sont sauvés, au grand soulagement, bien sûr, de l'Empire britannique. Et Churchill fait un discours peu après, et il commence par rappeler « on ne gagne pas une guerre avec une évacuation ». Wars are not won through evacuations. Façon de dire, attention, ce n'est pas une victoire, c'est peut-être même une défaite. Mais, il ajoutait tout de suite, mais nous allons pouvoir nous appuyer sur cette évacuation pour poursuivre la lutte, pour poursuivre le combat, et qui sera victorieux, etc., comme il le fut effectivement. Il en va, de mon point de vue, de même pour l'euro. Revenir 20 ans ou 25 ans en arrière, c'est évidemment un recul. Ce n'est pas un progrès. Mais il vaut mieux ça que d'attendre que la grenouille soit morte dans sa petite casserole. Voilà, merci beaucoup. Ringrazio molto François per questa introduzione e io mi permetterei di sintetizzarla, diciamo, in italiano per aiutare quel pubblico che non avesse questa, perché il discorso è molto limpido e io lo riassumerei così, molto brevemente. Je vais faire un résumé. Il punto iniziale è stato la scelta dell'euro, una scelta politica che viene all'indomani della caduta del muro di Berlino. La Francia e la Germania decidono che è necessario un passo avanti politico e trovano la moneta unica come un terreno su cui questo passo avanti può trovare una prima espressione. Tuttavia, questa costruzione monetaria non ha avuto, nel momento in cui nasceva per una decisione politica, non ha avuto i fondamenti del suo funzionamento, cioè non ha avuto le condizioni che ne avrebbero permesso il successo. Quali condizioni erano queste condizioni? Le condizioni sono il federalismo sostanzialmente, cioè il passaggio da un sistema di Stati indipendenti a uno Stato federale. E qui François ha aggiunto, per chiarire bene la sua posizione,
che lui parte da un punto di vista federalista, quindi le sue critiche all'euro non possono essere confuse con quelle che so che in Francia hanno portato la signora Le Pen a avere un grande successo. È un punto di vista di un europeista preoccupato per un passo che è stato fatto in modo inadeguato. La fase successiva è stata una lunga 10 anni sostanzialmente in cui l'Europa è cresciuta pochissimo e si sono accumulati fattori di debolezza molto forti. Questi fattori di debolezza molto forti si sono manifestati tra il 2008 e il 2010 in ripetute crisi che hanno portato al rischio che l'euro saltasse per aria. Draghi, il governatore della Banca Centrale, ha con le sue azioni comprato del tempo, guadagnato del tempo per l'Europa, cioè ha dato all'Europa 2, 3, 4 anni, quelli che stiamo vivendo, in cui anche se l'economia va male e va molto male, c'è tempo per pensare a che cosa fare. E questo è, diciamo, il fondo dell'analisi. Dice Heisburg, ci sono 4 possibili sviluppi della situazione dell'euro. Il primo sviluppo è che a un certo punto le condizioni di crisi si ripetano, come si sono ripetute nel 2010-2011, e a quel punto salti l'euro. In quel caso l'esplosione dell'euro, dice, avrebbe delle conseguenze gravissime di disordine monetario, finanziario e così via. Sarebbe una crisi drammatica che avrebbe anche la conseguenza non solo di travolgere la moneta unica, ma anche di travolgere il resto della costruzione europea, in particolare il mercato unico, la libertà di circolazione, insomma tutto quello che ha preceduto e ha accompagnato in questi 50 anni la nascita della moneta unica. Quindi questa dovremo cercare di evitare l'esplosione dell'euro. La seconda soluzione, quella che sul terreno delle sue scelte personali sarebbe preferibile, è il passare alla federazione europea, cioè trasferire a un governo di Bruxelles una quantità di risorse sufficiente perché possa utilizzare queste risorse per fare una politica di bilancio come la fanno gli Stati Uniti per migliorare la condizione dei paesi, delle zone americane che stanno male. Questo problema è tuttavia è una strada sbarrata perché non ci sono le condizioni politiche oggi per questo passo avanti. Stamattina il nostro amico Bulgari ha scritto un bellissimo articolo che troverete anche sul sito della Fondazione, sul Corriere della Sera, spiegando le ragioni per le quali, a suo giudizio, le condizioni per questo passo avanti politico verso l'Unione federale sono semplicemente non esistenti e quindi non è possibile. La terza soluzione, quindi, la prima è l'esplosione perché non si fa nulla, la seconda è il passo avanti significativo che non si riesce a fare, la terza è continuare così, con qualche aggiustamento, con Draghi che fa qualche cosa, si dà qualche flessibilità al tasso ai deficit finanziari. Sostanzialmente, questa è una valutazione, diciamo, qualcuno può dissentire da questo, ma continuare più o meno così significa bollire lentamente. All'inizio ha raccontato un aneddoto, si dice che se uno mette una rana in una pentola e scalda l'acqua molto lentamente, la rana non si accorge che sta per morire e viene a un certo punto cotta, e diventa cotta senza che abbia la forza di saltare via dalla pentola. Quindi continuare così come noi continuiamo significa morire. Michele Salvati in un articolo sul Mulino ha detto questo significa essere strangolati, lentamente strangolati dalle condizioni. Allora, se queste sono le 3 soluzioni, una impossibile, il federalismo, una sgradevolissima, l'esplosione, una altrettanto sgradevole, continuare così, che cosa bisogna fare? E qui c'è la sua proposta. La proposta è sciogliere l'euro, non sciogliere l'Europa, sciogliere l'euro, cioè tornare a un sistema come quello che esisteva negli anni 70 e 80, cioè un sistema di cambi di moneta comune e non di moneta unica. La moneta comune, cioè un sistema di cambi fissi
aggiustabili quando è necessario, salvando così quello che è la cosa più importante a suo avviso, cioè la costruzione del mercato unico. Ha detto in fondo la Svezia sta fuori dall'euro, l'Inghilterra sta fuori dall'euro, gode del mercato unico, ha avuto un andamento economico migliore dei paesi che fanno parte dell'euro, con l'eccezione della Germania. Naturalmente questo problema, dice, è facile dirlo che questa è la soluzione, è molto difficile organizzare questa soluzione, perché tecnicamente è complicato preparare una via di uscita che non diventi un'esplosione, una fuga di tutti. Ha raccontato di una crisi inglese dell'inizio del secolo in cui in 2 giorni scomparve di colpo tutto l'oro, il sistema bancario non funzionava più e fu necessario improvvisare una qualche soluzione. Tuttavia, dice, questa è la sola strada, non è la migliore, è la meno peggiore delle soluzioni. E non è un avanzamento, è un arretramento, e racconta di un discorso fatto da Churchill dopo Dunkerque, in cui disse: abbiamo salvato 250.000 soldati inglesi, non è una vittoria, perché le guerre non si vincono attraverso le evacuazioni, però è la base per una possibile vittoria, come in effetti poi è stata, perché abbiamo riportato a casa i nostri soldati e possiamo da questo momento cominciare a battersi per la guerra. Chi lo può fare questo tentativo? Richiede 2 cose. Primo, che se ne parli. Bisogna avere il coraggio di parlarne. E ha raccontato che in Francia il suo libro è stato accolto male perché l'opinione pubblica è costretta in 2 campi molto, molto chiari: o si è per l'Europa e per l'euro, o si è contro l'Europa e contro l'euro. Non è possibile dire io sono per l'Europa ma non per l'euro, perché questo viene considerato un travestimento delle posizioni. Anche in Italia quelli di noi che scrivono di queste cose hanno fatto questa esperienza, cioè che appena uno dice si potrebbe cambiare qualche cosa, dice: ma allora tu vuoi eliminare la moneta unica. Dice, e questa è la conclusione, tuttavia bisogna che alcuni paesi facciano la loro parte. I 2 paesi che possono e debbono cominciare a pensare a queste cose sono, dice lui, Francia e Inghilterra. Questa è la conclusione del suo libro. A questo ha aggiunto, non so se per cortesia, perché noi siamo qui, o perché la situazione politica è nuova, voi avete oggi la possibilità, perché avete un governo nuovo, con un Presidente del Consiglio rafforzato enormemente dall'esito delle elezioni europee, voi potete essere il terzo in questo dialogo franco-tedesco. L'Italia deve poter, forte di quella che è la sua, dei guai che passa sull'economia, ma della sua forza politica, che oggi in Europa è notevole, deve pretendere che questo dialogo, questa riflessione seria possa cominciare. Spero di essere riuscito a controllare ce che j'ai dit, mais je pense que...